Alors, on va commencer. La première, donc, c'est cette nouvelle table ronde sur le dialogue social. On a une thématique générale de nos universités était dialoguer plus, réformer mieux. Donc, il était une évidence qu'il fallait aborder cette question du dialogue social. Comment refonder les pratiques économiques et sociales en France? Nous avons pour cela organisé, vous le savez, puisque pour un certain nombre d'entre vous, vous avez participé à cet atelier refonder la doctrine économique et sociale de l'UDI et dialoguer pour réformer. Donc ce sont des thématiques extrêmement importantes pour nous qui sommes attachés, vous le savez, aux corps intermédiaires et à la place du dialogue pour l'acceptabilité des réformes. C'est un débat important et pour la restitution du premier atelier qui a porté sur la doctrine économique et sociale de l'UDI, je vais appeler Olivier Hénaud et Catherine Fournier. Olivier Hénaud qui est sénateur du Nord et secrétaire général adjoint en charge des élus locaux, je vous demande de l'applaudir, et Catherine Fournier qui est secrétaire nationale à l'économie et au travail, sénatrice du Pas-de-Calais. Exactement, les Hauts-de-France sont très représentés puisque nous sommes 3 élus des Hauts-de-France. C'est une belle mafia, hein, ça marche bien. Alors, non, les Corses ont une autre pratique. Du coup, des débats, j'imagine, nourris et intéressants. Peut-être, Olivier, pour commencer. Oui, quelques mots en essayant malgré tout d'être bref, hein, puisque ensuite nous avons des invités prestigieux qui vont nous parler du dialogue social. Hein. Je les salue, puisque nous avons l'occasion d'échanger avec eux. Notre atelier, compte tenu de l'intensité du débat qui a précédé et des très belles interventions qui se sont succédées, a été un peu plus court que prévu. Donc on va essayer à la fois d'en faire une restitution et puis peut-être aussi, pour ce qui me concerne, d'aborder les questions de doctrine sur lesquelles on a travaillé en amont et pas seulement à l'occasion de cet atelier. Vous voyez, comme l'a dit Jean-Christophe, même si parfois les orateurs qui se sont succédés ont des parcours qui ne sont pas tous à l'UDI, mais tous qui partagent, et même Gérard Larcher, issu du gaullisme social, qui partagent tout de même une même doctrine, un même fond doctrinal. Et même dans nos discussions que nous venons d'avoir dans notre atelier, en quelque sorte, au fond, ça transpirait assez fort. Alors c'est quoi ces idées-là? D'ailleurs, on pensait en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, Claude Malhuret le disait, que la victoire de nos idées était définitive. Alors aujourd'hui, il y a les illibéraux, et donc on se rend compte qu'on doit refonder, réapprofondir cette doctrine. C'est le libéralisme économique, le libéralisme politique. Ça a été cité tout à l'heure d'ailleurs, hein, la doctrine sociale de l'Église, Emmanuel Mounier, le sillon, hein, tout ça, ça n'est pas dépassé, ça doit être retravaillé. C'est bien évidemment le radicalisme, l'éthique, la philosophie des Lumières. Et il y a quelque chose de paradoxal parce que c'est au moment où la société civile se réapproprie en quelque sorte la philosophie. Pensez cet été, il y a 3 livres sur Spinoza qui sont sortis. Et des succès en librairie. Et c'est à ce moment-là finalement que les partis politiques se sont peut-être un peu trop désintéressés de ces questions liées aux valeurs, à la doctrine, et elles sont essentielles. Il ne s'agit pas du tout d'être doctrinaire ou dogmatique, hein, mais de travailler ces sujets, parce que sans ça, on n'arrive pas à donner du sens à notre action publique. Et puis la question de l'écologie et de la transition écologique. Il y a des auteurs célèbres, hein, dans notre famille de pensée, Philippe Saint-Marc, Jean-Marie Pelt, qui, avant tout le monde, et là la question, c'est comment cette question n'est pas seulement une question des acteurs publics, celle de la transition écologique. On l'a aussi abordé brièvement. Comment les acteurs économiques, le monde de l'entreprise, les acteurs sociaux s'approprient cette question. Hein, c'est tout simplement cette idée assez simple, c'est que on a parlé d'humanisme tout à l'heure, et c'est cette question-là que j'aborderai après, mais la responsabilité des humanistes,
elle va au-delà de la personne humaine. Elle concerne aussi le vivant, les animaux, les plantes et la planète. Et ça, c'est un peu nouveau malgré tout, puisque souvent les humanistes se sont surtout attachés à la personne humaine. Et on découvre aujourd'hui que la personne humaine, elle est dans un environnement, y compris les entreprises, y compris le monde économique. Et donc, la question qui est la nôtre, c'est de faire évoluer nos modèles d'intervention. Le président de la République a eu un mot en disant que l'Europe, beau débat hier aussi, le projet européen, c'était en quelque sorte d'humaniser la mondialisation. Oh, c'est un grand sujet. Parce qu'effectivement, si la mondialisation intéresse, y compris sur le plan économique, les premiers de cordée, quelquefois, il y a des entreprises plus petites, plus faibles, qui ont du mal à s'adapter à cette question de la mondialisation. Et ça génère une inquiétude. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a une demande aussi forte dans notre société de sécurité, de souveraineté, d'identité. C'est par rapport à cette question de la mondialisation. Et donc, un certain nombre de personnes s'interrogent de savoir est-ce que c'est la circulation des personnes et des capitaux de plus en plus ouverte, hein, donc la question de la réglementation, qui génère forcément le bonheur de tous les individus. Hein, est-ce que chacun n'est pas attaché à sa culture? Enfin, toutes ces questions-là, elles sont extrêmement posées. Hein, l'humanisation de la mondialisation, l'humanisation aussi de l'entreprise, hein, puisque l'entreprise, elle doit trouver sa place. Et on parlait évidemment de la question des clients, la question des capitaux, la question de l'organisme qu'elle représente, du milieu dans lequel elle se trouve, mais en même temps, dans un monde économique parfois brutal, il est essentiel, et c'était le concept, ou c'est le concept d'entreprise citoyenne, que l'entreprise soit une entreprise à taille humaine, à dimension humaine. Quelle que soit d'ailleurs sa dimension, que ce soit les petites entreprises, les ETI ou les plus grandes entreprises, et c'est notamment la question du dialogue social. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'entreprise sans dialogue social. Alors quand c'est des plus petites entreprises, évidemment, ça peut se faire de manière plus simple, mais le dialogue social, pour nous, qui sommes attachés aux corps intermédiaires, c'est essentiel. Il n'y a pas d'entreprise qui puisse tenir durablement dans le temps sans dialogue social. Et le dialogue social, ça n'est pas un coût, c'est une richesse. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce monde qui évolue très fort sur le plan technologique, à une vitesse très rapide, il y avait une demoiselle qui disait, ben voilà, moi quand j'ai commencé mes études, je voulais être trader. Et puis, quand j'ai fini mes études, ce métier, il n'existait pas. Et donc forcément, cette question de la formation, cette question de la capacité d'apprendre de la personne, de la capacité de s'adapter, elle est essentielle, encore plus avec la robotisation qui se profile et tous les phénomènes d'intelligence qui commencent à émerger. Et puis, bien évidemment, il y a la question aussi d'humaniser les relations sociales par rapport aux réseaux sociaux, notamment. Nous, on est confrontés aussi, les acteurs publics. Il y a quand même, quelquefois, une déshumanisation des communications entre les hommes et les femmes, entre les hommes entre eux, et les femmes entre elles. On le voit bien, il y a quelquefois une brutalité. La technologie, les changements technologiques génèrent parfois une brutalité. Et je pense que cette question de l'humanisation des rapports sociaux, elle est essentielle parce que, bien évidemment, il faut maîtriser les coûts, il faut baisser le prélèvement obligatoire, il faut la réforme de l'État. Mais il faut tout de même qu'on préserve des mutualisations, des sécurités, de la solidarité, et c'est aussi une spécificité de la doctrine de l'UDI. Alors, par rapport aux spécificités du projet de l'UDI, vous voyez, on a parlé tout à l'heure, et c'était très fort sur la tribune, les libertés locales. Mais qui dit liberté locale, on aborde aussi la question de la fracture territoriale. Et donc l'interrogation qui est la nôtre, et il y avait tout à l'heure Jean-Luc Moudin, président de France Urbaine, qui s'exprimait, c'est il y a tout de même un paradoxe très fort dans notre société aujourd'hui.
c'est qu'au moment où tous les échanges sont possibles, au moment où le savoir peut s'échanger à toute vitesse, au moment même où on peut émettre un message pour déclencher des commandes dans le monde entier, hein, par Internet, on voit le développement du commerce, du e-commerce, eh bien, en même temps, il y a une concentration de l'économie dans un certain nombre de lieux que sont les métropoles. Est-ce que ça, c'est inéluctable? Est-ce que on ne peut pas aussi s'interroger là-dessus? Parce que ça demande aussi une organisation très, très spécifique. Aujourd'hui, presque 2/3 du PIB de notre pays se fait dans les métropoles. Une bonne partie des CDI. Est-ce que c'est une évolution inéluctable? Est-ce que parler d'aménagement du territoire sur le plan économique, et donc c'est intéressant d'avoir l'avis des entrepreneurs ou du monde de l'entreprise, est-ce que c'est dépassé? Moi, à titre personnel, je ne le pense pas, même si je suis métropolitain. La question de l'aménagement du territoire, ça n'est pas une question dépassée. Et puis, bien évidemment, la question de la transition écologique, parce que la transition écologique, elle ne sera pas réussie seulement si les seuls acteurs publics s'en emparent. Les acteurs économiques doivent jouer un rôle majeur. Alors bien évidemment, ils ont leurs contraintes financières, ils ont leurs objectifs, les clients, mais cette question de la transition écologique, dans une logique de responsabilité par rapport aux vivants, par rapport à la planète, elle doit aussi être au cœur du monde de l'entreprise et des acteurs économiques. Voilà, en quelque sorte, vous voyez, je pense que la doctrine, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs aussi pour le monde de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de réussite possible quand on n'a pas une stratégie qui s'ancre dans des valeurs. Ça vaut pour les partis politiques, mais ça vaut aussi pour une entreprise, d'avoir un cap, une stratégie, d'avoir une vision. Parce que si on n'a pas cet ancrage, eh bien, on a une stratégie qui dépend uniquement d'opportunisme, d'opportunité ou de circonstances. Et bien évidemment, et d'ailleurs c'est quelquefois quelque chose vis-à-vis de laquelle nous devons, nous, être vigilants, les centristes d'ailleurs. Hein. C'est la raison pour laquelle on fait ce travail de doctrine, parce qu'il n'y a pas de stratégie qui peuvent être forte si elle n'est pas ancrée, évidemment, sur une vision, mais aussi sur une culture, sur une doctrine très forte. Et donc ça vaut le coup d'essayer, hein, je pense, parce que moi j'adore, c'est pas forcément seulement pour ce sujet, mais cette volonté de Sainte-Beuve, et au fond c'est cette université d'été, elle inscrit ça, hein, le nombre que nous sommes, la qualité des débats, c'est que si on n'essaye pas, on réussit jamais. Mais si on essaye, non seulement on peut réussir, mais on peut s'étonner nous-mêmes. Eh bien c'est au fond ça la doctrine de l'UDI. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Comme toujours, très enlevé comme réflexion, et remarquer simplement que le pragmatisme n'est pas une idéologie. Une idéologie, c'est la cohérence, c'est des idées, et je crois que tu as réussi à simplifier ça de manière très, très brillante. Et c'est important qu'on montre que l'UDI a cette cohérence, et que cette cohérence, elle se traduit dans le concret. Et c'est ce que Catherine va nous montrer. C'est en gros comment cette vision, finalement, cette cohérence idéologique que nous pouvons avoir, peut te permettre d'avoir une vision concrète de la réalité de la vie de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontre. Oui, merci Daniel, et merci aussi aux personnes qui ont assisté à notre atelier, parce que c'est vrai qu'on a dû couper court un petit peu à toutes vos réflexions. Nous sommes restés sur notre fin, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez nos coordonnées, et n'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos ambitions, vos idées, et aussi les suggestions que vous pourriez nous faire. Donc en fait, c'est vrai que moi, je suis plus sur le côté pragmatique, le côté à court terme, toujours dans la doctrine évoquée par Olivier. C'est vrai que parlementaire, j'ai eu la chance au mois d'août d'avoir un peu de tranquillité et de reprendre contact un petit peu avec la population et avec les acteurs économiques. Ce qui a été traduit d'ailleurs dans notre atelier, c'est un petit peu ce que j'ai entendu cet été. Alors, on peut scinder en 3 volets.
en 3 volets, parce qu'on ne peut pas tout aborder cet après-midi et ce soir. En fait, c'est, et le président Larcher l'a dit tout à l'heure, on en parle beaucoup, mais c'est aider à rendre nos entreprises plus compétitives. C'est vrai que tout le monde le dit, tout le monde le rappelle, tout le monde se l'approprie, mais ceci étant, il ne faut pas que ça reste dans l'idée, il faut que ça soit appliqué et que ça s'intègre dans une pratique et dans une volonté réellement de faire. Donc c'est remettre cette entreprise dans son environnement économique, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la globalisation. Et puis c'est aussi remettre les actifs potentiels que sont les salariés en puissance ou les salariés eux-mêmes au cœur de ce système. Et je laisserai après la partie plus dialogue social, mais c'est aussi, et on parlait de remettre l'humain au centre de l'entreprise, mais l'humain, c'est le salarié, mais c'est aussi le chef d'entreprise. Il faut qu'il se réapproprie ce dialogue et cette connaissance l'un de l'autre pour que tous les deux, à leur niveau différent, eh bien, puissent avancer dans le même sens et puissent avoir la réactivité qui est nécessaire au marché qui s'ouvre à nous. Alors, remettre les entreprises au cœur de notre système, eh bien, c'est, je pense, pour leur permettre aussi d'avoir une meilleure lisibilité sur l'avenir. Bon. On a évoqué, effectivement, avec certains, une pause fiscale et sociale. Pour les élus que vous êtes en majorité, et si vous êtes dans une collectivité territoriale quelle qu'elle soit, vous avez été confrontés ces dernières années à des baisses drastiques de dotations, à des compétences pour lesquelles l'État s'est désengagé, qu'il a attribuées à certaines collectivités territoriales sans pour autant en connaître les compensations exactes. Je ne reviendrai pas sur ce qui nous attend et la taxe d'habitation. Alors dites-vous bien une chose, les élus que vous êtes, vous avez souffert de ce manque de lisibilité budgétaire et donc de ce manque de lisibilité et de projection vers l'avenir. Alors sachez qu'un chef d'entreprise, quand on lui modifie ou quand il s'attend, s'il y a un changement de gouvernement, à ce qu'on revienne sur une réforme fiscale peut-être un peu plus avantageuse, comment voulez-vous que ce chef d'entreprise puisse se projeter avec une sérénité sur l'avenir et faire et s'occuper de son cœur de métier qui est de faire marcher son entreprise et de développer son activité. Donc, vous voyez, je pense que cette pause, on en a discuté, cette pause fiscale, elle est demandée. Elle est demandée. On ne demande pas une baisse automatiquement, mais on demande une pause fiscale. On demande une pause réglementaire. On demande une pause au niveau des charges sociales. Et je crois que ça, il nous faut l'entendre. Il nous faut le mettre en application. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure, hier, sur l'Europe, en disant que l'Europe, elle est en difficulté. Et une des raisons, c'est peut-être cette ambition d'harmonisation fiscale qui n'avait pas été prise en main par cette Europe au niveau des pays de l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout le monde le sait, fiscalement, la France, c'est bien le pays où la fiscalité est la plus forte. Si on imagine une harmonisation au niveau européen, ça va coûter cher, puisque nous, étant déjà sur le seuil haut, une négociation quelle qu'elle soit ferait que les recettes fiscales de l'État et des collectivités seraient amenuisées. Donc attention, notre pays actuellement n'est pas en état de traiter et d'assumer ce genre de choses. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans un délai relativement court. Je vois que tu regardes ta montre. Bon. Alors, oui. Alors, il y a aussi,
on a vu au niveau économie au niveau et compétitivité au niveau européen, elle est indispensable. Je voudrais également vous retranscrire l'alerte qui a été faite. Et c'est parti à une époque, et je pense que je le soutiens encore, et on l'a tous soutenu, pour redonner à l'individu cette ambition de s'approprier de son activité professionnelle. On lui a fait un tremplin pour être auto-entrepreneur ou créer sa micro-entreprise. À l'heure qu'il est, ça marche bien, ça marche très bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs n'ont pas l'application de la TVA sur leurs prestations ou sur leur chiffre d'affaires s'ils ne dépassent pas un certain seuil. Ces micro-entrepreneurs ou ces auto-entrepreneurs, leur marché, c'est principalement le particulier. Je prends l'exemple du bâtiment. On a augmenté la TVA sur les entreprises du bâtiment quand ils travaillaient chez un particulier dont la maison était construite depuis un certain nombre d'années. L'auto-entrepreneur arrive, 0 TVA. Le différentiel pour l'habitat ancien et la concurrence qu'il fait à nos artisans, eh bien, ou à nos commerçants, c'est 20% de différentiel de prix sur les prestations de services. Bon, quand il achète, il fournit la marchandise, il peut avoir une récupération de TVA. On a redonné cette ambition. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de dire, eh bien, cet auto-entrepreneur qui bénéficie d'un allègement administratif au niveau de ses charges sociales, ses charges fiscales, eh bien, réintroduisons à minima un pourcentage de TVA qu'il aurait à déclarer dès le départ. Et là, en termes de compétitivité intérieure, on rééquilibrerait légèrement. Et puis, finalement, si on a réussi dans le cadre d'un auto-entrepreneur à faire en sorte de simplifier ses déclarations sociales et fiscales, eh bien, et c'est ce qui est demandé par la majorité de nos entreprises, la simplification administrative. On est en capacité de le faire pour l'un, on doit être en capacité de le faire pour l'autre. Et puis, j'aborderai brièvement le salarié, l'actif au cœur de l'entreprise, l'actif qui veut s'approprier de son avenir professionnel. J'ai été rapporteur du texte sur la liberté de choisir son avenir professionnel au niveau du Sénat sur la partie formation professionnelle. Nous avons auditionné, vous entendrez certains d'entre eux, nous avons fait 72 heures d'audition. Généralement, ce qu'il en est ressorti, nous en avons fait des amendements que nous avons proposés et qui ont été votés à la grande majorité sénatoriale. Ils n'ont pas été retenus. Et la frustration, et je l'ai entendu lors de cet atelier, c'était de dire il faut quand même que le territoire se réapproprie le développement économique et donc la formation des individus qui composent son territoire. La région, malheureusement, a été quand même très externalisée de ce que sera l'avenir professionnel par l'apprentissage, par la formation professionnelle, par les VAE, enfin, la validation des acquis. Bref, je pense que chacun s'est exprimé tout à l'heure en disant il faut toujours garder ce relais avec le territoire parce que ce sont les acteurs économiques de nos territoires qui nous permettent de faire vivre en partie ce territoire. On parlait des circuits courts, on peut parler de l'agriculture, et je crois que c'est important. Et ça, il faut, si on a laissé en charge l'orientation à nos régions, je comprends difficilement comment elle va se charger de l'orientation si elle n'a aucune main sur la formation, l'organisation de la formation et l'organisation des filières d'apprentissage. C'est antinomique, je ne comprends pas. Voilà, donc j'ai essayé brièvement de vous relater un peu ce qui a été dit. Je vous prie de m'excuser pour les uns et les autres, j'ai sûrement oublié des choses,
Mais je vais laisser la parole maintenant, et par respect pour nos intervenants, je vais leur laisser la parole et vous aurez peut-être la possibilité de leur poser directement les questions que vous souhaitez. Merci à vous. Merci, merci Catherine, merci à toi Olivier. On va donc passer à l'atelier et à la table ronde suivante, puisque, oui, merci, merci à vous deux. Et je vais donc appeler sur la tribune nos intervenants suivants, Béatrice de la Valette, ainsi que Laurent Pérez, Gilles Lécuel, Frédéric Sève et Alain Griset. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, l'atelier qui s'est déroulé tout à l'heure et que Béatrice a animé portait sur évidemment le dialogue et la réforme, comment le dialogue peut servir la réforme. Et nous avons la chance d'être aujourd'hui entourés par ailleurs au fond, j'allais dire, de professionnels du dialogue social, de fait, ou en tout cas de ceux qui font vivre ce dialogue social dans notre pays. Dialogue social essentiel, on l'entend d'ailleurs de plus en plus dans les médias, on sent qu'il y a une tension de plus en plus forte, avec une attente de plus en plus forte des acteurs à participer aux réformes et donc participer au fond à l'amélioration de la situation. Je vais d'abord passer la parole à Béatrice, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, secrétaire nationale au dialogue social à l'UDI, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, adjointe au maire de Suresnes. Et d'ailleurs, à Suresnes, une expérience a été menée, une expérience plus que concluante, puisqu'elle a été maintenant servie de modèle dans d'autres collectivités et dans d'autres pays d'ailleurs, sur le dialogue social et sur les expériences que tu as menées. Veux-tu nous porter peut-être d'abord un premier éclairage sur les débats que tu as eus tout à l'heure dans ta table ronde et puis surtout ton expérience? Ok Daniel. Je ne veux quand même pas commencer ce tour de table sans dire quel est le bonheur qui est le mien de me retrouver ici dans une université d'été, je dirais presque 20 ans ou 15 ans, après les universités d'été historiques que j'ai vécues du temps de cette grande UDF. Donc je dis un grand merci à Jean-Christophe parce qu'on attendait tous ça depuis très longtemps. Merci et bravo Jean-Christophe pour le bonheur que tu nous donnes à tous d'avoir réussi à rassembler près de 1000 personnes ici, notre famille. Merci aussi Jean-Christophe de m'avoir fait confiance avec ce secrétariat national au dialogue social qui ne fait, comme tu l'as dit, que donner plus d'écho et d'ampleur à la politique que je mène depuis maintenant une dizaine d'années dans la ville de Suresnes où je suis maire adjointe aux ressources humaines et au dialogue social et que je porte aujourd'hui, aussi grâce à toi Jean-Christophe, à la région Île-de-France dans la majorité avec Valérie Pécresse comme vice-présidente en charge du dialogue social. Alors effectivement, on s'est retrouvés. On n'était pas très nombreux parce qu'il y avait une après-midi très chargée, mais l'essentiel était là. J'étais effectivement avec quelques-uns, en tout cas tous nos amis ici autour de la table, et on faisait tous consensus. Tous consensus pour dire qu'il fallait faire évoluer le dialogue social dans ce pays et qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Et c'est vrai que j'ai testé quelques idées qui, je crois, ont fait écho. En tout cas, on est tous là pour parler dialogue social apaisé, constructif, renouvelé, capacité à construire tous ensemble avec des partenaires dans le respect et la confiance mutuelle, des projets portés et partagés par tous et au profit de tous, mais en premier lieu de nos administrés. Alors je vais tenir, je ferai un discours un peu atypique, mais voilà, à l'UDI on a l'habitude de porter des discours différents et on est les seuls, je crois, à le porter aujourd'hui sur l'échiquier politique. Et on me dit quelquefois vous parlez comme une syndicaliste. Mais je dis non, je parle comme un employeur, d'abord une élue, femme politique, pragmatique et responsable, et comme un employeur responsable, avec 10 500 agents à la région Île-de-France, 1500 à Suresnes. Et c'est vrai que quand j'ai été élu, j'ai placé le dialogue social au cœur de ma politique, parce que j'étais absolument persuadé qu'il allait conditionner la réussite de tous nos projets. Je savais que ce dialogue social,
c'était pas un choix, c'était pas une option, mais que c'était une nécessité absolue et vertueuse. Et que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce dialogue social, c'est pas un coût, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement pour l'avenir, pour conclure des accords gagnant-gagnant avec des partenaires forts et représentatifs. Ce dialogue social, merci. Ce dialogue social, pour moi, c'est un fantastique levier d'optimisation de la performance publique. C'est un fantastique outil au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi et de la productivité. Et on est le seul pays, quasiment au monde, à n'avoir pas fait du dialogue social un indicateur majeur de notre développement économique et de notre croissance. Au dernier Forum économique mondial, est-ce que vous savez que la France, aujourd'hui, est encore classée 109e pour la qualité de son dialogue social? Alors on a gagné quelques places, hein, certes, on était au-dessus de 120, mais on est encore 109e. Et on est 22e pour notre compétitivité. Quand vous regardez ceux qui sont dans les 10 premiers, vous voyez la Finlande, vous voyez le Danemark. J'en reviens, j'ai atterri hier soir à 23h justement de Copenhague, où je mène une mission justement sur le lien entre la croissance, la compétitivité, l'emploi et la qualité du dialogue social. Vous avez la Suède, vous avez la Norvège, vous avez l'Allemagne, vous avez les Pays-Bas qui sont classés dans les 10 premiers, à la fois en termes de qualité du dialogue social, mais aussi de développement économique et de progrès social. Alors, j'ai regardé aussi, et c'était important, quel était le chiffre d'adhésion syndicale. J'ai vu que dans ces pays, il y avait entre 70 et 80% d'adhérents aux différents syndicats. Nous sommes classés nous avons entre 8 et 12% d'adhérents. Et on était au Danemark hier avec David et nos partenaires, c'était le ministère du Travail, nous présentaient tout un tas de slides. À un moment, il y avait une slide, c'était un des indicateurs, c'était le taux d'adhérents. Et alors, c'était tous les pays de l'OCDE. Et à la fin, tout à la fin, juste avant la Turquie, il y avait la France. Voilà. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 23%. Hein. Et les pays d'Europe du Nord, entre 70 et 80%. Et dans des études qui ont été faites par le Conseil économique et social, on voit que un des problèmes que l'on rencontre pour la qualité de notre dialogue social est l'engagement syndical qui n'est pas suffisamment valorisé dans notre pays. On voit en même temps qu'il y a une contradiction entre une très forte aspiration de nos concitoyens pour un dialogue social de qualité. Il y a une enquête qui a été citée dans ce rapport du CESE, et on voit que 73% des Français veulent un dialogue social constructif, et seulement 5% veulent un dialogue social conflictuel. Et en même temps, on voit que, c'est une enquête du Cevipof du mois de juin, que 81% des Français disent que notre dialogue social est en panne, est malade. Quand on regardez l'année sociale qu'on a eue, rien que le conflit à la SNCF, a coûté près de 800 millions d'euros. Il faut avoir en mémoire que leur bénéfice net est de 700 millions l'année d'avant, en 2017. Donc ça a bouffé tous leurs bénéfices et ils ont encore perdu. À Air France, c'est 335 millions. Donc on est à plus d'1 milliard. Et ça, c'est sans compter toutes les pertes dans les entreprises, des salariés qui n'ont pas pu aller travailler, les transports désorganisés en région parisienne, où il fallait donner la journée. Nous, on a été au conseil régional et à Suresnes. Les gens arrivaient avec 3-4 heures de retard et puis finissaient par demander les journées. Donc tout ça, c'est un coût qui est absolument faramineux et qui plombe totalement notre économie. Donc je me suis inspiré pour le dialogue social effectivement que j'ai mis en place à Suresnes, de ce qu'avait fait, j'ai rien inventé, je crois qu'il faut faire un benchmark et regarder ce qui se fait de bien, et puis aller piocher, et puis le porter. Et donc moi j'ai regardé ce qu'avait fait la société AXA.
160 000 salariés dans le monde, 100 milliards de chiffre d'affaires, présents dans 64 pays, des fleurons de notre économie. Quand j'ai vu qu'ils avaient signé cette charte pour la reconnaissance du parcours syndical, je me suis dit, si AXA, si l'employeur AXA signe cette charte, c'est qu'ils y ont un intérêt. C'est évident. Et si les syndicats qui ont signé cette charte, en l'occurrence c'était la CGT et la CFDT, ont signé, c'est qu'ils y ont aussi un intérêt. Alors moi j'ai réuni tous mes partenaires sociaux autour de la table, on a travaillé pendant 3 mois, et j'ai réussi à signer un accord avec mes 3 syndicats, CGT, CFDT, FO. Et l'objet de cette charte, c'est de reconnaître et de valoriser l'engagement syndical. Moi j'ai un secrétaire général d'un syndicat, il est chauffeur de bus. Alors évidemment, il a des compétences comme chauffeur de bus, mais comme secrétaire général, il a acquis des compétences en matière de management, en matière d'expression écrite, d'expression orale. Eh bien, c'est évidemment très utile pour l'organisation de reconnaître et de valoriser ces compétences. Et ça favorise l'engagement syndical. Aujourd'hui, bien souvent, un salarié, et encore plus un cadre, on en parlait tout à l'heure avec notre ami de la CGC, et moi-même j'ai plein d'exemples en tête, et bien souvent, un salarié il doit choisir entre son engagement syndical et sa carrière professionnelle. Et bien souvent, l'engagement syndical est synonyme de fin, en tout cas de frein à la carrière, et quelquefois de fin définitive. Or, on pourrait très bien comprendre qu'on s'engage pour un mandat, 2 mandats, et qu'on poursuive brillamment sa carrière. Donc moi, j'ai mis en place un passeport de compétences, et aujourd'hui, on peut ne plus avoir de choix à faire entre son engagement et sa carrière, parce que ce choix, forcément, il favorise la conflictualité. Vous enfermez dans un rôle et dans une posture de syndicaliste à vie, et vous n'avez plus rien à perdre. De toute façon, il n'y a plus de carrière derrière. Donc, il fallait sortir de cette logique-là, et je regrette, puisque j'ai été reçu à l'Élysée par le conseiller du président qui m'a dit « vous avez 10 ans d'avance ». Écoute, si on a 10 ans d'avance, il faudrait peut-être nous écouter un petit peu plus. Je regrette que le gouvernement, les gouvernements successifs ne soient pas allés aussi loin, et j'espère, Jean-Christophe, quand tu seras aux affaires, que tu pourras aller plus loin sur cette thématique-là. Alors, ce dialogue social, le dialogue social, il se mesure à l'aune de ses résultats. C'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une finalité en soi, c'est pas une fin. Qu'est-ce qu'il a produit, ce dialogue social? Eh bien, à Suresnes, il nous a permis, et maintenant la région Île-de-France, puisqu'en 17 ans, le président Huchon n'avait signé aucun accord avec ses syndicats. Moi, en 2 ans, j'ai signé 6 accords avec 4, 5, 6 organisations syndicales, puisqu'on en a 7. Et donc, il nous a permis d'ouvrir une médiathèque le dimanche. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir une médiathèque le dimanche. Il y avait un syndicat qui avait donné des consignes à son délégué syndical pour ne pas signer cet accord. Et bien, comme on a trouvé un accord équilibré, il a eu le courage de signer, parce que c'était profitable aussi aux agents. Il nous a permis de signer un accord de lutte contre l'absentéisme. À partir du 4e jour, il y a un 30e d'abattement du régime indemnitaire, et la contrepartie, c'était le 13e mois, parce qu'il faut toujours que ce soit équilibré. L'accord, il doit être gagnant-gagnant. Si à la fin d'une négociation, il y en a un qui part avec le sentiment qu'il n'a pas gagné, in fine, tout le monde perdra. À moyen terme, tout le monde perdra. Donc une bonne négociation, c'est quand tout le monde repart avec le sourire. On a signé un accord, je ne vais pas tous les énumérer, mais un accord très important, le régime indemnitaire au mérite dans la fonction publique. Vous en avez dû en entendre parler. Alors, la particularité, c'est que c'est à la hausse et à la baisse chez moi. Parce qu'en général, le mérite, c'est qu'à la hausse. C'est toujours du plus. Nous, on a une évaluation, et vous pouvez perdre jusqu'à moins 35% de votre régime indemnitaire, mais vous pouvez gagner aussi plus 35%. Vous êtes évalué de très insuffisant à exceptionnel, en passant par insuffisant, amélioré, très bon, excellent, exceptionnel. Et puis, on a enclenché une dynamique très positive et excellente pour l'image de l'employeur en matière d'égalité homme-femme, de handicap et de bien-être au travail, parce que moi, je suis absolument persuadée que de bonnes conditions de travail
c'est aussi un facteur de performance et de lutte contre l'absentéisme. On a travaillé sur du sport pendant les horaires de travail. On a mis en place des ateliers yoga, des ateliers zen. On a signé plusieurs accords. On forme l'ensemble de nos salariés sur les principes de l'OIT et de l'OMS aux risques psychosociaux, à la question du sommeil, de la nutrition. Aujourd'hui, je vais conclure, Daniel. Cette politique, je la porte à la région Île-de-France, comme je vous le disais, en ayant signé 6 accords majeurs, là où en 17 ans, aucun accord n'avait été signé. Elle a été reconnue par l'Organisation internationale du travail, puisqu'on a eu un audit de l'OIT, et le rapport a conclu que ce dialogue social était concret, réussi et transposable, et a appelé ces pays membres à s'en inspirer. C'est pour ça que la Tunisie, aujourd'hui, le Tunisie Télécom, la Poste, après une autre entreprise publique et le ministère des Affaires sociales s'inspire de ce qu'on a mis en place. Et puis, je rendrai ce rapport, je pense, en tout début d'année 2019. Je vous ferai savoir quelles sont nos propositions en matière de dialogue social en nous inspirant des pays d'Europe du Nord. Mais d'ores et déjà, outre la charte que j'ai mise en place, je vois que dans les pays où il y a 70% d'adhérents, il y a aussi des dispositions qui favorisent l'adhésion syndicale, par exemple, et qui favorisent les syndicats constructifs et responsables, notamment que les adhérents de ces syndicats puissent bénéficier des dispositions signées, parce que sinon c'est trop facile. Par ça, on refuse tout, mais tout le monde profite. Donc là, ça favorise les syndicats, je dirais, réformistes, constructifs et positifs. Je vois aussi en Suède et au Danemark qui signent des conventions entre employeurs et représentants syndicaux, et que pendant toute la durée de la convention, par exemple 3 ans, la grève est illégale, et à l'inverse, le patron doit s'engager à respecter les engagements qu'il a pris, notamment en cas de hausse de salaire. Merci beaucoup. Et j'invite tout le monde au grand colloque international, puisqu'il est en partenariat avec l'OIT et le Global Deal, qui se tiendra le 18 octobre à Suresnes, où Luc Berry interviendra, et des très, très grandes figures du syndicalisme et du dialogue social. Voilà, merci. Merci beaucoup. L'expérience finalement du public, mais aujourd'hui le parti UDI a fait le choix aussi de faire venir les partenaires sociaux, du coup d'engager ce débat si essentiel. On pense que les partis politiques ont aussi cette responsabilité d'engager le débat, de se nourrir et de mieux comprendre quelles sont les contraintes que vous avez, et de nous ouvrir les yeux sur un certain nombre de problèmes. Je crois qu'un peu c'est ce qu'on a fait un petit échange en aparté tout à l'heure, mais c'est un petit peu cet esprit-là que vous aviez, c'est de décrire le dialogue social comme une contribution positive pour les réformes et d'une manière générale pour la société. Peut-être un petit mot, Frédéric Sèvres, vous êtes secrétaire national de la CFDT en charge des retraites, et entre autres responsabilités, mais je vous laisse compléter. Merci. Oui, non, c'était pas pour... c'est entre autres, mais ça fait un gros paquet, ça fait l'essentiel de mon temps, je vous rassure. Oui, peut-être... si vous voulez, le risque avec le dialogue social, on en a fait à la CFDT, c'est quelque chose un marqueur, mais c'est aussi quelque chose de réfléchi, de pensé. Enfin, je le dis pas pour moi, ça a été pensé, réfléchi, structuré. Le risque avec le dialogue social, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un petit peu à la mode, c'est peut-être lié à, je dirais, aux difficultés politiques du gouvernement en ce moment, mais attention à ne pas faire du dialogue social une espèce de supplément d'âme. Un truc un peu joli qu'on sort, qu'on se rajoute à la boutonnière au moment où ça parle bien. Ça demande quand même quelque chose de... c'est quelque chose de sérieux, bien sûr, mais surtout, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, pensé. Le dialogue social, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le dialogue en général. Il faut quand même se donner quelques axes pour faire du bon dialogue social. Si je veux dire. Et justement pour qu'il soit réellement efficace, producteur d'efficacité, producteur de compétitivité pour l'entreprise. Mais il faut... première chose, alors juste en essayant de ne pas être trop docte ou trop professoral, mais quand on dit dialogue, par exemple,
Dialogue social, du dialogue. Dialogue, c'est déjà pas n'importe quoi. Hein. Le dialogue, c'est pas simplement, c'est pas la conversation, c'est pas l'échange. Hein. C'est sans aller chercher l'étymologie, je vous rassure, je l'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que dans le dialogue, il y a l'idée d'une discussion qui vise à construire quelque chose avec un objet, hein, pour aller vers quelque chose. Donc le dialogue social, c'est pas faire la tournée des popotes le matin, par exemple. Hein, c'est bien plus que ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui doit être affirmé, puisque beaucoup de responsables divers et variés vous disent moi le dialogue social j'en fais chez moi, d'ailleurs je cause avec mes salariés, etc. C'est pas ça le dialogue social, c'est autre chose, c'est bien plus que ça, c'est bien plus ambitieux. Quand vous citiez tout à l'heure que les Français, certains, enfin X%, j'ai oublié le chiffre, veulent un dialogue social constructif et notre conflictuel 73 et 5% conflictuel, je veux dire, ça me rassure, deux, mais ça confirme ce qu'on avait aussi comme information. Cela dit, aussi bien dans constructif que dans conflictuel, hein, je veux dire, on peut les mettre d'accord, c'est-à-dire que constructif, ça suppose quand même que les choses ne sont pas données d'avance. Hein. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Le dialogue, c'est déjà, encore une fois, c'est pas une simple discussion. Deuxièmement, dialogue, il est social. Qu'est-ce que ça veut dire, dialogue social ? Pour la CFDT, ça renvoie ça renvoie au monde du travail. Hein. Et dialogue social, c'est entre ce qu'on appelle nous, les parties prenantes de l'entreprise. C'est-à-dire la direction de l'entreprise, les actionnaires derrière, et les salariés. Ce dialogue-là, il est spécifique. C'est-à-dire que l'entreprise a des parties... Pardon, j'ai dit partie prenante, excusez-moi, je voulais dire partie constitutive. C'est le hiatus que nous faisons, justement avec les parties prenantes, bon, qui peuvent être d'autres interlocuteurs. L'entreprise moderne, enfin l'entreprise a toujours eu des interlocuteurs divers, qui peuvent être aussi bien ses clients, que ses fournisseurs, que l'environnement, que la région, le pays dans lequel elle travaille. Les salariés de l'entreprise sont un interlocuteur particulier. Ils sont partie constitutive de l'entreprise au même titre que les actionnaires. Donc ce dialogue-là est spécifique. Ce dialogue-là n'est pas noyé dans le reste. Et je le dis d'autant plus que, curieusement, il y a peut-être une tendance, je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis des entreprises, mais justement à découvrir le dialogue avec les autres parties prenantes, les ONG, le territoire, des gens comme ça, et d'oublier le dialogue avec cette partie essentielle de l'entreprise que sont les salariés. Hein. Et à se débarrasser un petit peu, je ne voudrais pas faire référence trop nettement parce que les choses sont quand même complexes, variées avec les ordonnances, mais il y a une tendance à vouloir solder le dialogue social par quelques règles formelles. Ça, il faut faire extrêmement attention. Le dialogue social, encore une fois, certes, c'est une disposition au dialogue, mais c'est une disposition au dialogue avec, plus spécifiquement, les salariés. Troisième, je ne les compte pas, je vous rassure, troisième élément, le dialogue social, c'est dialoguer avec les salariés, c'est pas, là encore, je reprends l'expression de tout à l'heure, aller faire la tournée des popotes. Hein. C'est pas dire, oui, mais moi j'ai de très bons dialogues avec mes salariés, on se parle régulièrement quand je les rencontre, effectivement, très bien. Mais ça, c'est de la relation sociale au sens extrêmement général. Hein. Relation qu'on peut avoir dans n'importe quelle situation sociale, entre n'importe quels acteurs. Dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, les acteurs, hein, ne sont pas dans une situation simple. Ils sont dans une situation de subordination, que je ne conteste pas du tout. Hein, c'est constitutif de l'entreprise. Hein. Mais le dialogue ne peut pas être un dialogue interpersonnel dans un cadre comme ça. Il doit être forcément collectif, organisé. Pour justement gommer, ou du moins déporter ce lien de subordination. Donc c'est un dialogue entre acteurs collectifs, c'est pas un dialogue entre individus. Bon, souvent il prend une dimension individuelle, ceux qui ont fait du dialogue, parce qu'ils ont vécu, qui ont été syndicalistes ou DRH des entreprises, c'est bien qu'il y a une dimension individuelle, mais on le fait en tant qu'acteur collectif et ça change tout. Et ça change, si on arrive à passer ce cap, on arrive à produire, j'allais dire, du bon dialogue social. Je vous fais confiance pour me dire si je déborde trop, hein, si je suis trop lent, mais je ne regarde pas. Voilà, c'est siffle un grand coup.
Et les syndicats, justement, me semble-t-il, sont un acteur indispensable parce que certains aiment bien penser le dialogue social sans syndicats, mais c'est un acteur essentiel pour rendre, justement, pour fabriquer cet acteur collectif. Un collectif, les interlocuteurs, si on prend les interlocuteurs, comment dire, immédiats dans l'entreprise, ne sont pas par nature spontanément un acteur collectif. Il faut qu'ils s'organisent collectivement pour justement pouvoir parler au nom d'une collectivité, que ce soit un collectif de travail, que ce soit un collectif professionnel ou même plus généralement au nom des salariés. Quand on parle dans l'entreprise, dans son entreprise publique ou privée, quand on participe à du dialogue social, on le fait bien sûr au nom de son collectif de travail, mais derrière, on doit s'inscrire dans un collectif plus large. On est des salariés, on est des citoyens, etc. Et c'est cette structuration collective par les syndicats, elle nous semble encore une fois essentielle. Quatrième élément, mais je les prends un petit peu de façon disparate, vous m'en excuserez, mais il n'y a pas de dialogue social sans concession réciproque. Ça allait de soi, dès lors qu'on dit le dialogue, c'est de la construction commune. Mais il faut quand même insister là-dessus, parce que tout de même, là, pour le coup, quelque chose où on a beaucoup de retard à la réflexion. Si M. Humbert pense que vous avez 10 ans d'avance, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on regarde 10 ans en arrière en France, je veux dire, je ne suis pas sûr que... si je reporte l'avance qu'on a fait en 10 ans en matière de dialogue social, je ne suis pas sûr que dans les 10 ans, on arrive au niveau que vous souhaitiez. Hein. On ne va pas très vite en matière de dialogue social, on n'avance pas très vite en matière de dialogue social, et parce qu'on a des blocages. Et celui du compromis en est un. Alors, il y a une façon de voir le compromis. Il y a des jeux d'acteurs, si vous voulez, il y a des jeux d'acteurs qui sont, je dirais, surannés. Hein. C'est le jeu d'acteurs qui consiste, d'un côté, alors je vais attribuer... je ne veux pas être désagréable, donc je ne l'attribuerai à personne, mais celui qui dit, en face, j'ai un ennemi de classe, dont les intérêts sont par nature illégitimes, et du coup, un bon accord, c'est un bon accord où l'autre rengorge, en quelque sorte. Ça, effectivement, c'est suranné. Mais de même, il y a aussi des jeux d'acteurs totalement surannés et toxiques, qui consistent à dire, moi, de mon point de vue, de là où je parle, je suis détenteur de l'intérêt général. De l'intérêt général de l'entreprise, de l'intérêt général du pays, peu importe. Ça, c'est aussi toxique. Ces deux attitudes se renforcent, se nourrissent l'une l'autre pour justement produire du dialogue, produire du non-dialogue social, où finalement le seul but qu'on vise dans le dialogue, dans le prétendu dialogue, c'est d'imposer son point de vue à la partie d'en face. Donc, dépassons ça. Bon, ça paraît assez relativement simple. Il me semble qu'on peut se mettre d'accord là-dessus assez facilement. Néanmoins, il faut aller un petit peu plus loin. Le compromis, qu'est-ce que c'est ? Même quand on a dépassé ces jeux d'acteurs. Ça n'est pas seulement, je dirais, mettre de l'eau dans son vin, pour dire quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Soit dit en passant, quand on apprécie le vin, on ne met pas d'eau dans son vin. Mais le compromis, c'est pas seulement en rabattre un peu. Hein. Alors, souvent, c'est ça en pratique. Mais il faut essayer de donner un sens un peu plus ambitieux. Derrière l'idée de compromis, ce que l'on voit, ce que l'on vise, nous, à la CFDT, c'est de concrétiser, de formaliser une forme de partage du pouvoir. Le fait de faire des compromis, c'est d'admettre qu'on partage un peu de pouvoir, effectivement. Hein, on agit tous, alors à son point de vue, de sa place, hein, mais on agit tous, on est tous acteurs de la vie de l'entreprise, de la vie de l'entreprise publique ou privée dans laquelle on est, et on a tous quelque part un peu de pouvoir. Et reconnaître que le compromis est bon, c'est reconnaître que le compromis en soi est bon, hein, que c'est une bonne chose, c'est reconnaître qu'on peut partager le pouvoir, qu'on partage, sinon le pouvoir, je veux dire les responsabilités pour être plus général. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, par contre, à se mettre dans la tête, j'allais dire, de part et d'autre, hein, en France. Et c'est vers ça qu'il faut aller si on veut, encore une fois, produire du bon dialogue social. Il y a quelque chose, je me fais juste une incise sur la loi Pacte, non pas pour le critiquer des c'est pas le sujet, d'autant qu'elle est en début de périple parlementaire, mais c'est pas tant la loi Pacte, d'ailleurs, c'est le rapport Nota-Sénard, qui pointe quelque chose, alors qui déplaît à beaucoup, mais que l'entreprise doit définir son intérêt propre. Hein, je ne sais plus comment c'est formulé, mais revoir ça. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel, hein, d'imaginer qu'on n'est pas... dire que l'entreprise a un intérêt propre,
c'est dire qu'elle a en quelque sorte une épaisseur, si vous me permettez cette métaphore. C'est-à-dire que tout n'est pas... les relations entre les parties ne se soldent pas par, je dirais, par une relation marchande, en quelque sorte. Qu'il y a quelque chose qu'on partage. Dès lors qu'on est partie constitutive de l'entreprise, on partage quelque chose dans l'entreprise. Et ça doit être ça la racine du compromis, admettre qu'on partage quelque chose, qu'il faut donc partager le pouvoir, partager les responsabilités. Excusez-moi, là je suis peut-être un petit peu éthéré, mais c'était... ça me paraît important d'insister parce que vous avez peut-être vu ou lu, vous iriez vite, en tout cas plus vite que moi, le livre de Patrick Artus, le récent livre dont j'oublie le titre évidemment, au moment critique où il faut pouvoir dire, enfin celui qui parle de la révolte des salariés, son dernier livre, où il dit attention, on est quelque part, on a glissé, enfin il le dit peut-être pas en ces termes, mais je crois que l'idée est à peu près celle-ci, on a glissé d'un modèle finalement économique, enfin un modèle d'entreprise, pardon, c'est pas un modèle économique, un modèle d'entreprise où, grosso modo, le deal était la direction d'entreprise accapare l'essentiel du pouvoir de direction d'entreprise, et en échange, elle donne une pleine sécurité aux salariés, sécurité d'emploi, pas forcément formelle, mais de fait, les avantages sociaux qui vont avec, etc., et des salaires qui veulent. Ça, c'est en quelque sorte le deal des années 50-60. Et progressivement, on a sous les coups de boutoir de l'évolution technologique, de la mondialisation, tout ce que vous voulez, le deal est en train de changer. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus assurer cette sécurité-là. Et en plus, une bonne partie des avantages sociaux qui étaient autrefois issus de l'entreprise, de la branche, sont maintenant externalisés et pris en charge par la collectivité. Donc ce deal ne vaut plus. Mais il implique de reposer la question du partage du pouvoir dans l'entreprise. Le partage du pouvoir est un mot qui peut faire peur, encore une fois, mais de l'articulation des décisions, le partage des responsabilités. Allez, dernière chose, quelques éléments quand même. Je reviens sur, pour ouvrir un petit peu, parce que bon, dialogue social, j'ai beaucoup parlé de l'entreprise, mais dialogue social, c'est aussi reconnaître aux acteurs, comme les syndicats, mais pas que, hein, un rôle, je dirais, dans la cité, dans le pays. Hein, et comment on articule ce dialogue social d'entreprise et dialogue plus général, démocratique, je ne sais pas comment l'appeler. Je ne solderai pas cette question très délicate en quelques mots, mais il faut faire ce lien. Hein. Il faut faire ce lien. Si on fait du dialogue social dans l'entreprise, c'est aussi pour améliorer la qualité démocratique dans le pays. Hein. Et je dirais, si on a, alors, pas croire que la France se singularise par un mauvais état de l'opinion de la société en ce moment. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez général en Europe, mais il y a sans doute des racines françaises à la crise du populisme ou à la montée du populisme, si on peut, je ne sais pas si l'expression est pertinente, c'est justement cette difficulté, cette absence, cette carence du dialogue social que l'on peut avoir, que l'on a en France, et qui, j'en suis persuadé, rétroagit sur le climat politique. Il faut qu'on reconnaisse en France que les corps intermédiaires sont porteurs de revendications légitimes, et de revendications pas seulement dans leur champ. Ils peuvent, les corps intermédiaires, alors je vais parler pour les syndicats, hein, vous me suivrez, mais les syndicats sont légitimes à revendiquer des droits nouveaux et donc à faire évoluer la société. Bien sûr, ils le font d'un point de vue qui est le leur, mais ils sont légitimes à dire quelque chose sur la marche de la société. On ne doit pas les cantonner au périmètre de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on aura, dans le dialogue social, parce que c'est quelque chose que je voulais souligner, il y a effectivement un gain, mais je le dis en substantiel, effectivement un gain économique à un dialogue social de qualité, dans l'entreprise, dans la nation, c'est évident. Mais il y a aussi un gain politique. Il y a aussi un gain politique et un gain social, il ne faut pas l'oublier. Et je dirais, un dialogue social de qualité, c'est dû aux salariés que je représente, mais à tous les acteurs. Ça leur est dû aussi parce qu'ils sont citoyens. Hein, et c'est la qualité démocratique qu'on vise derrière la qualité du dialogue social. Merci. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour faire le lien avec vous, Alain Griset, que nombreux d'entre nous connaissent, puisque vous êtes président de l'Union des entreprises de proximité, ancien président également des chambres de métiers et d'artisanat. Ça vous offre du coup un point de vue à la fois général et très pointu sur des entreprises qui constituent une part essentielle de nos entreprises, les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'artisanat et du commerce. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que le dialogue social, comme
vous le disiez, tend vers l'intérêt général, construit l'intérêt général, y parvient, ou est-ce qu'il y a ce déficit qu'il faudrait sans doute combler, et comment vous voyez de votre point de vue, puisque, comme vous le disiez, chacun est dans son rôle, cette évolution, est-ce que vous estimez que c'est bénéfique ou pas du tout? Bien, tout d'abord, merci Monsieur le Président pour votre invitation et d'avoir organisé cette table ronde. Peut-être préciser, parce que UDP ne parle peut-être pas à tout le monde, parce que c'est un nouveau sigle depuis un an. Le monde patronal se réforme également. Et depuis un an, c'est les entreprises artisanales, le commerce de proximité et les professions libérales qui se sont regroupées pour faire cette organisation, l'UDP. Et ça représente aujourd'hui 2 300 000 entreprises. Sans vous noyer de chiffres, je crois aussi que chacun doit être conscient qu'on ne parle pas de la même chose lorsqu'on parle de dialogue social dans les grandes entreprises et quand on parle de dialogue social dans nos entreprises. Et que, si vous permettez, Monsieur le Président, moi, je vous inviterai dans vos débats futurs à regarder les politiques adaptées en fonction des tailles des entreprises. Parce que notre pays a un problème majeur pour nos entreprises, c'est que nous vivons dans un monde qui n'a pas été construit pour l'économie d'aujourd'hui. Sur le plan social, réglementaire, les lois ont été faites par et pour les grandes entreprises. Et quand je citais 2 300 000 entreprises, aujourd'hui, en France et en Europe, 96% de toutes les entreprises, en France et en Europe, ont moins de 20 salariés. Et les lois européennes, françaises, sont faites pour les 4% des autres entreprises. Quand je dis ça, je ne remets pas en cause l'importance considérable des grandes entreprises. Il en faut, qu'elles soient capitalistiques ou pas, notre pays a besoin d'avoir des grandes entreprises. Mais notre pays, et si vous permettez, pour cette salle, nos territoires ont besoin de petites entreprises. Parce que chacun d'entre vous qui est élu, dans vos communes, dans vos régions, dans vos départements, qu'est-ce qui fait vivre les territoires? Alors, quelques territoires ont de très grandes entreprises, mais la plupart des territoires vivent avec les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est un élément, je crois, qui est tout à fait important de comprendre qu'on ne peut pas, en Europe ou en France, vivre dans un monde dans lequel tous ces hommes et ces femmes qui ont investi pour créer leur entreprise se retrouvent dans une situation qui ne correspond pas à leur gestion quotidienne. C'est le premier point que je souhaitais indiquer parce que dans un parti politique, je crois, dans les valeurs que vous représentez, à un moment donné, il faut présenter des idées, des programmes, et le fait de faire cette différence est pour nous extrêmement importante. Deuxième élément, je pense qu'on ne va pas échapper dans notre pays un jour sur un débat qui, pour moi, doit exister. Quel rôle, qu'est-ce qu'on appelle dialogue social et quel rôle on donne aux partenaires sociaux? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande? D'abord, on nous demande souvent d'agir sous la pression. Voilà. Il faut que dans 3 mois, on ait réformé l'assurance chômage, la retraite, la santé au travail. Bon, bien, c'est peut-être des sujets qui demandent un peu de temps, qui ont une importance sur la vie quotidienne. Et dans 3 mois, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'avoir une réflexion en profondeur sur des sujets qui vont marquer la société pour des dizaines d'années. Bien. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et moi, je partage votre point de vue. Je pense que, par exemple, l'évolution sur l'intelligence artificielle, sur l'évolution du monde du travail, mériterait que les partenaires sociaux réfléchissent pour essayer de regarder dans 5 ans quel sera l'environnement dans lequel nous allons les uns et les autres travailler. Et ça demande un peu de temps, un peu de réflexion, un peu d'études, un peu de comparaison pour pouvoir réfléchir à ça. Donc, on nous demande d'avoir des réflexions très rapides et de trouver des solutions miraculeuses en peu de temps. Ensuite, on nous demande d'être co-gestionnaire d'un certain nombre d'outils. Les caisses d'assurance maladie, les caisses retraite, on participe au prud'homme, enfin bon, des dizaines et des dizaines. Et on a à l'UDP, j'ai plus de 1500 collègues qui siègent dans différents organismes tous les jours pour le bien collectif,
C'est d'ailleurs inconnu de la plupart des Français, mais voilà, on y est. On y est. Quand on va au prud'homme pour défendre nos collègues, ben, on a des autres collègues qui sont... voilà. Et donc, c'est une partie qui est relativement méconnue des Français, que ce travail qui est le nôtre. Et puis, troisième point, parce que c'est quand même aussi important, moi, dans ma fonction, je suis là aussi pour défendre l'intérêt de mes collègues. Et la grande difficulté dans le dialogue social, c'est de franchir le pas entre l'intérêt de ceux qu'on représente et trouver des solutions qui sont plus collectives. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra que dans nos pays, on redéfinisse et qu'on dise très bien quel est le rôle exact des partenaires sociaux et c'est quoi le paritarisme. Et derrière ça, on tirait les conclusions. Parce que dire aux partenaires sociaux, négocier, et quand ils trouvent un accord, disent votre accord, on le met à la poubelle et on décide, même si vous êtes d'accord, bon, moi je suis désolé, j'ai autre chose à faire, j'ai plaisir à être ici, je peux faire autre chose de ma vie que de passer du temps pour négocier, trouver un accord et qu'on me dise que ça ne sert à rien. Et que donc, les partenaires sociaux, à la limite, un pays peut s'en passer. Mais il faut qu'il en tire les conclusions. Parce qu'il est évident que s'il n'y a pas de partenaires sociaux, il y aura la rue, avec les conséquences que ça peut avoir. Et donc dire quelle est la mission et le rôle des partenaires sociaux, et en tirer les conséquences, c'est quelque chose qui, je crois, nécessitera dans les, peut-être pas les mois, mais dans les années à venir, une vraie réflexion pour qu'au moins les choses soient claires, précises. Je prends l'exemple de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux sont en charge de l'assurance chômage. Et l'État nous dit qu'il faut viser à l'équilibre financier de l'assurance chômage. Entre guillemets, aujourd'hui, c'est 35 milliards de dettes. Hein. Mais l'État nous dit qu'il faut que les partenaires sociaux fassent l'équilibre et il nous dit, attendez, vous devez donner une subvention à Pôle emploi pour que Pôle emploi fonctionne. Nous, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais l'État dit, vous devez financer Pôle emploi. Il nous dit, vous devez prendre en charge les intermittents du spectacle, comme nous, on a décidé que vous devez le prendre en charge. Et l'État nous dit, vous devez payer l'assurance chômage pour des personnes qui travaillent à l'étranger, qui ne payent pas de cotisation, mais quand ils arrivent en France, ils sont au chômage, vous devez payer. Et quand l'État nous dit tout ça, après il nous dit, bah maintenant vous devez équilibrer. Attendez. Si nous on équilibre, on prend les décisions pour savoir qu'est-ce qu'on doit équilibrer. En plus, il a montré l'exemple. Déjà. Bon. Non mais, comprenez dans cette situation. Donc, il faut que les règles soient claires. Si on nous dit qu'on gère un organisme et qu'on doit assumer cette gestion, qu'on nous laisse le gérer. Et par exemple, les partenaires sociaux gèrent les complémentaires, Argy Carco, tout seul, et on a trouvé les solutions entre nous sans que l'État nous oblige à faire telle ou telle chose. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Il faut savoir quelle est notre place, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on nous demande, et que l'État, ensuite, assume la décision qu'il a prise en nous demandant quelque chose. Faute de quoi, on est dans ce faux semblant, où on dit oui, mais ils n'ont pas su faire. Ouais, attendez, ils n'ont pas su faire, mais pourquoi? Et en réalité, dans nos entreprises, je reconnais très humblement qu'il n'y a pas naturellement le même fonctionnement dans nos entreprises que dans les grandes entreprises. Chez nous, les syndicats, quasiment, sont inexistants. En termes de structure, quand vous avez 3, 4, 5 salariés, il n'y a pas de syndicat constitué. N'empêche, vous ne voyez pas de conflit majeur dans nos entreprises. Ce n'est pas le dialogue social classique, mais il y a du... Alors, après on peut discuter entre la discussion, le dialogue ou la négociation. Mais en tout cas, il y a, entre nos salariés et les chefs d'entreprise, d'abord ils travaillent ensemble tous les jours, il y a une relation qui fait que l'entreprise progresse et que les salariés, en général chez nous, se trouvent globalement, toujours des exceptions, mais plus globalement relativement bien traités. Bien. Néanmoins, nous participons au titre du LDP au dialogue social au niveau national. Et nous insistons pour que, en réalité, l'accord de branche soit prioritaire parce que nos collègues ne sont pas équipés pour avoir des accords d'entreprise. Et on a beaucoup travaillé là-dessus lorsqu'il y a eu la réforme du dialogue social. Et pour aller un peu au-delà et structurer quand même le dialogue social, nous avons créé il y a quelques années ce
qu'on appelle les CPRIA, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, qui permettent là d'avoir un dialogue, un échange avec les représentants des syndicats de salariés sur les territoires pour mener ensemble des actions communes. Moi, je sais bien, je suis aussi des Hauts-de-France, hein. Vous pouvez m'excuser, il y a une sorte de voilà, un lobby local, mais c'est une très belle région, les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, il y a quelques années, j'étais allé avec les syndicats de salariés vers le président du conseil régional pour qu'on ait ensemble une politique sur l'apprentissage. On était allé, syndicats de salariés et employeurs de l'UDP, voir le président du conseil régional, et on avait le même discours sur le sujet. Et que donc, pour nos entreprises, ce qui est important, c'est naturellement de pouvoir travailler avec les syndicats de salariés. C'est important d'avoir des règles de la fiscalité, des charges sociales. Catherine Fournier a dit beaucoup mieux ce que je pourrais dire. Il est évident que le monde évolue beaucoup, et tout à l'heure vous parlez d'études, nous on a des études qui sont extrêmement importantes. On voit bien que le travail indépendant est quelque chose qui s'est beaucoup développé en France et qui va se développer dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes aspirent à leur autonomie, à leur indépendance, et c'est quelque chose qui va se développer. Mais aujourd'hui, on voit bien que, Catherine a évoqué la micro-entreprise, on voit bien que notre pays a une faculté de créer des outils qui, au bout du compte, créent dans les entreprises beaucoup de difficultés, de concurrence déloyale. Et pour ça, là aussi, je serais vraiment, au nom de mon organisation, extrêmement intéressé, éventuellement un jour, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, qu'on puisse apporter notre réflexion pour que vous puissiez ensuite vous-même regarder de quelle façon vous pouvez contribuer à porter des messages qui sont compatibles avec l'intérêt de nos entreprises. Merci beaucoup. Je crois pouvoir dire, au nom de l'ensemble des élus de l'UDI, notre attachement au modèle de la PME et de la petite entreprise d'une manière générale. C'est à la fois parce que nous sommes globalement des élus de terrain et de territoire, et globalement, on a cette connaissance, voilà, de ce tissu d'entreprise auquel nous sommes attachés. Et dire également que si on a tenu à organiser cette table ronde, c'est aussi parce que nous souhaitons pouvoir maintenir ce lien, construire ce lien, pour que nous puissions nourrir la réflexion de nos parlementaires pour en être, au fond, à terme, eh bien, pour un certain nombre de mesures, eh bien, les porte-parole. Pour faire le lien finalement avec ce que vous disiez, la définition du dialogue social. On en parlait tout à l'heure en aparté. Au fond, le dialogue social constructif que vous souhaitez construire, ça impose qu'on ait d'abord une définition de l'objectif que l'on veut se fixer. Et je pense que vous avez une vision assez précise de ce sujet. Alors, je vous présente, excusez-moi, c'est quand même mieux, Gilles Lécuel, qui est secrétaire national confédéral de la CFE-CGC. Voilà. Et la CFE-CGC porte un intérêt particulier au dialogue social puisque c'est le secteur dont je m'occupe. Donc c'est un secteur qui est clairement identifié. Donc c'est vraiment un intérêt particulier. Alors, j'allais dire, ceux qui attendaient ce soir un débat contradictoire, je crois qu'ils vont être un petit peu déçus puisque après les interventions que je viens d'entendre, les 3 interventions, voilà, tout à fait. Je partage quand même beaucoup des éléments qui ont été dits, pour ne pas dire la quasi-totalité. Donc, j'ai failli commencer par chers collègues, parce que il est vrai que nous avons quand même des éléments qui sont communs. Et je peux en parler puisque j'ai eu la chance, le bonheur d'être pendant une période adjoint au maire de mon village. Donc je connais certains éléments. J'ai fait aussi partie de quelques équipes politiques, donc je connais certains milieux. Et je peux vous dire que le combat que l'on mène, parce que c'est vrai que c'est souvent un combat, eh bien il a quand même souvent un objectif commun qui est quand même quelle prospérité on veut pour notre pays, quelle prospérité on veut pour nos entreprises. Alors prospérité, moi je trouve que c'est un mot qui est génial, mais qui a été quand même galvaudé d'une manière assez importante, puisque si on regarde la définition de la prospérité, en fait,
On peut aller voir la définition du FMI, les indicateurs, mais il y a quand même une partie de la définition qu'on ne retrouverait pas à ce niveau-là, qui est rendre heureux. La prospérité, hein, c'est du développement économique, mais pour rendre heureux. Et je crois qu'on a quand même une grosse tendance ces dernières années à avoir perdu un petit peu ce concept. Alors c'est pas nouveau, hein, puisque beaucoup de concepts qui tendaient à rendre heureux ont été déjà déformés. Si on parle du taylorisme par exemple, tout le monde a à l'esprit que c'est de développer beaucoup de machines, beaucoup de véhicules, mais c'était pas ça le taylorisme à l'origine, ça c'est le Fordisme. Hein, le taylorisme à l'origine, c'était permettre aux salariés qui travaillaient dans les entreprises, notamment dans les entreprises automobiles, d'être en capacité de se payer le véhicule qu'ils fabriquaient. Hein, donc c'était leur apporter une richesse supplémentaire pour qu'ils puissent acheter le véhicule qu'ils étaient en train de fabriquer. Donc on a un petit peu déformé tout ça, et puis dans l'esprit, le Fordisme est devenu le taylorisme, et je crois qu'on est en train de vivre à notre époque, une déformation aussi importante de certaines valeurs. Alors Alain a parlé de grandes entreprises qui font un petit peu la pluie. C'est vrai que j'étais 14 ans représentant de la branche chimie. Je sais que les décisions sont souvent prises, même si on travaille beaucoup on a essayé de travailler beaucoup pour les petites structures. Les lieux de décision, les gens qui viennent aux réunions sont quand même tous, que ce soit du côté patronal ou du côté salarial, sont quand même très majoritairement issus des grandes entreprises. Donc ça déforme un petit peu la vision qu'on peut avoir, la décision qu'on peut avoir. Cet état de fait, il s'est encore, je dirais, dégradé ces dernières années, ces dernières décennies. Et je crois que les milieux de décision, quels qu'ils soient dans le milieu politique ou qu'ils soient dans le milieu, je dirais, syndical, patronal, a été quand même influencé par une mainmise quand même d'un monde de la finance de plus en plus important, de plus en plus prégnant. Et il est fort de constater quand même que les lieux de décision se sont déplacés d'une manière importante. Moi, je suis issu d'une grande entreprise de la chimie, Solvay, sur le site de Tavaux, 2860 salariés en 88 quand j'étais embauché. Maintenant, des Solvay, il n'y en a plus que 650. Bon, il y a encore 750 salariés qui est sous un autre nom, mais on a quand même divisé par deux le nombre de salariés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un changement important qui s'est constitué. Tout ça contribue à amener un déséquilibre assez important au niveau de la société. Alors on parle beaucoup du malaise sociétal à l'heure actuelle. Il y a le cri des écolos à l'heure actuelle pour sauver la planète. Mais je crois qu'il faut peut-être aussi réfléchir au cri pour sauver aussi l'homme au sein de la société. La dégradation un petit peu que l'on vit des centres de décision amène des décisions qui sont très court-termistes et qui ont des conséquences à tous les niveaux, et y compris sur les territoires, dans les localités. J'ai entendu parler tout à l'heure la baisse d'argent qui était disponible sur les territoires, mais il faut peut-être, comme quand on a un accident dans une entreprise, faire l'arbre des causes et remontrer vraiment à la source, à l'origine. Les conséquences sont quand même importantes pour les citoyens. La montée du populisme, c'est quand même quelque chose qu'il faut craindre, et on peut aussi rechercher l'origine. Dans l'entreprise, sans passer par la problématique de santé, avec l'épuisement professionnel que certains connaissent, qu'il soit physique ou mental, il y a aussi quelque chose de très important à mon égard, c'est la perte du sens du travail, la perte des valeurs de l'entreprise. On ne partage plus dans l'entreprise, dans les grandes entreprises qui sont gérées par le monde de la finance, on ne partage plus les valeurs, et ça c'est quelque chose de dramatique. J'ai des exemples très concrets, pas besoin d'aller chercher très loin. J'ai un neveu de 30 ans, ingénieur motoriste dans une grande entreprise automobile, une carrière toute tracée, brillant ingénieur. À 30 ans, il plaque tout, il passe un CAP de boulanger. Bienvenue, oui. Il est très heureux d'être dans sa petite structure. Il a fait ça il y a 2-3 ans. Il travaille comme un fou. Il a 8 salariés maintenant avec lui. Et il est très heureux. Ça interpelle quand même.
J'ai mon garçon la semaine dernière qui me dit avoir refusé, il travaille dans la couverture charpente, il a un BTS couverture charpente. Il refuse la semaine dernière une offre d'une grande entreprise qui fait de la maison bois. On lui propose la responsabilité de chef d'agence. Non seulement il refuse, mais il m'annonce qu'il va quitter son entreprise pour se monter sa petite entreprise à lui, parce qu'il ne partage plus les valeurs du travail qu'il rencontre à l'heure actuelle. Voilà, encore un adhérent, futur adhérent. J'avais réussi à le faire adhérer à la CFE-CGC, maintenant il va adhérer à l'U2P. C'est quand même fabuleux. Donc tout ça pour vous dire quand même qu'il y a un vrai malaise, qui interpelle et pour lequel il faut quand même qu'on travaille tous ensemble pour corriger le tir rapidement. Je vous rappelle que si on ne corrige pas le tir, on peut avoir quelque chose de très important. On a déjà vécu par le passé des moments sociaux difficiles. Je parlais du terrorisme. Si on regarde ce qui s'est passé et qu'on arrive aux événements de 1936, ça ne serait pas souhaité qu'on revienne à des éléments de cette nature. Il serait quand même beaucoup plus intéressant qu'on travaille tous ensemble, qu'on dialogue tous ensemble pour amener tout ça. Donc, l'homme, le remettre au centre de la société et le mettre au centre de l'entreprise, c'est vraiment une priorité pour la CFE-CGC. Et je vais faire plaisir au sénateur Hainaut, puisque il a parlé tout à l'heure des animaux, des plantes. Je crois que l'homme, les animaux, les plantes, je crois qu'il y a vraiment un sujet de société qu'il faut mobiliser à l'actuel toutes nos énergies pour remettre vraiment la société dans le droit chemin. Alors le dialogue social, je ne vais pas revenir aux définitions, mon collègue l'a très bien fait. Pour moi, c'est quand même l'outil qui va nous permettre quand même de remettre tout ça dans le droit chemin. Alors le dialogue social, on va le partager à différents niveaux. On parle de démocratie politique, on parle de démocratie sociale, les chemins sont parallèles. Moi, je suis élu à la Confédération depuis 2 ans. J'ai été sidéré par le temps que j'ai passé au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans des réunions comme celle-ci, des tables rondes ou en débat. Donc ça veut dire que vraiment le débat il est commun et la solution on doit la trouver ensemble parce que la solution elle est commune. Donc ça c'est important, mais il faut que chacun soit bien à sa place parce que si on veut qu'on avance, il faut qu'on fasse comme quand on est dans une entreprise et qu'on mène du projet ou quand on est dans une négociation ou qu'on veut qu'elle aboutisse, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape, c'est l'état des lieux. On prend un sujet et on fait un état des lieux. Mais on ne fait pas un état des lieux comme on a tendance à le faire quelquefois en disant on va sortir les bonnes études qui vont bien parce qu'elles vont permettre d'arriver à l'objectif qu'on recherche. Il faut faire l'état des lieux factuel. On parle d'un problème, qu'est-ce qui se passe au niveau européen, qu'est-ce qui se passe dans les endroits, dans les entreprises, dans les pays qui ont déjà traité le sujet. Faisons un état des lieux factuel et partageons les vraies choses, les vrais éléments, les vrais chiffres. Et ça, je peux vous dire que quand on creuse, qu'on connaît les dossiers, on a quelquefois quelques surprises quand on entend certains s'exprimer. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, eh bien, débattons. Chacun à notre niveau, chacun à notre lieu. Le débat, pour moi, il est enrichissant. Et même si on ne partage pas tous les mêmes idées, la diversité, c'est ce qui fait avancer le débat. On va amener chacun nos arguments, chacun nos pistes de solutions, et puis on va arriver à trouver quelque chose de consensuel, de partagé. C'est pas on rogne un petit bout de nos ambitions, non. Qu'est-ce qui fait que la solution elle est acceptable et elle correspond à une réalité de terrain. Et si on arrive à faire ça, eh bien on va arriver à mettre en place des lois, on va arriver à mettre en place des accords, qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils soient dans la branche, qu'ils soient au niveau interprofessionnel, qui vont fonctionner parce qu'ils seront partagés et qu'ils seront pleins de bon sens. Je crois que c'est ça l'idée un petit peu du dialogue social qu'il faut que l'on développe assez rapidement. Alors, pour cela, il y a quand même des pistes. Il faut peut-être qu'on rediscute un petit peu de l'articulation, j'en ai déjà parlé, entre les deux démocraties. Pour nous, c'est très clair. La loi est prioritaire. C'est la loi qui doit décider. Après que la loi autorise des dérogations et renvoie sur certains sujets à des débats et à des négociations, c'est une chose. Il y a des sujets, Alain a parlé
de gestion que l'on fait en commune, il y a des sujets qui sont vraiment du domaine des partenaires sociaux et ils doivent rester du domaine des partenaires sociaux, d'autant que la plupart des grands sujets ont été mis après-guerre et ont fait leurs preuves. Hein. L'assurance chômage, si on enlève les problèmes qui sont dus à l'État, qui ne sont pas dus à la gestion même des partenaires sociaux, je parle des problèmes des frontaliers. Hein, les frontaliers où il y a un engagement de l'État et une partie de cet argent qui devrait revenir dans les caisses ne revient pas. Des politiques que l'on souhaite sur nos artistes. Moi, j'adore la culture. Mais c'est une volonté de la France d'avoir une culture forte. C'est une volonté politique. Donc on demande aux partenaires sociaux qui gèrent l'assurance chômage de gérer la partie de chômage de la culture. Mais si on enlève tous ces éléments-là, même avec la crise de 2008, les partenaires sociaux ont réussi à avoir un système qui était équilibré. Le déséquilibre il provient de tout ce qui provient de ce que l'État ne donne pas. Donc ça veut dire que les partenaires sociaux, quand on leur confie quelque chose, ils sont en capacité de bien le gérer, de le faire perdurer dans le temps, même quand il y a des crises. Donc voilà un petit peu, je vois que vous avez pris le micro, donc je vais vous relaisser la parole. Je voudrais simplement dire une chose. Pour nous, l'entreprise, elle n'appartient pas aux dirigeants, elle n'appartient pas aux actionnaire, elle appartient à tous ceux, et tu l'as évoqué tout à l'heure, elle appartient à tous ceux qui la font vivre, qui la font évoluer. Et les salariés font partie intégrante de l'entreprise. Hein, c'est vraiment un bien partagé que nous avons à cœur de faire vivre et faire prospérer. Merci. Merci pour cette belle conclusion. Du coup, je passe la parole au dernier intervenant, Laurent Pérez, qui est président du MEDEF de l'Aude et vice-président du MEDEF Occitanie. Et on parlait tout à l'heure du rôle finalement du dialogue social dans l'entreprise. Vous me disiez, pour nous, le dialogue social, ça doit viser vers la compétitivité, ce qui pose la question également, d'une certaine manière, du rôle de l'entreprise dans la société. Donc, je vous laisse nous expliquer, puisque je sais que le MEDEF demande souvent des preuves d'amour. Eh bien, donnez-nous des raisons de vous aimer. Je vous en donne une très bonne. Je vais d'abord remercier Monsieur le Président de m'avoir donné l'occasion de porter la parole du MEDEF devant votre Assemblée. Et la deuxième preuve d'amour que je vous donnerai, je vais être très concret, car l'heure de l'apéritif s'approchant, je vais essayer de vous donner quelques idées de réflexion pour voir comment actionner ce levier de compétitivité qui est le dialogue social dans l'entreprise. Mais sans compétitivité de l'entreprise, le dialogue social est aussi un petit peu compromis. Alors, comment axer cette compétitivité au niveau de l'Europe, au niveau du rôle que vous, les politiques et les élus, vous avez à apporter à cette compétitivité, et quel est le rôle de l'entreprise dans cette compétitivité. Au niveau de l'Europe, Jacques Delors disait qu'une Europe sans ambition et avec la nostalgie du passé, c'est un très grand danger qui s'ouvre. Donc, il faut une ambition au niveau européen, mais une ambition au niveau de l'harmonisation de tout ce qui engendre un dialogue social facilité, c'est-à-dire les coûts de production et la fiscalité. Beaucoup de disparités au niveau fiscal en Europe. Madame la sénatrice, vous l'avez évoqué. Vous m'avez un peu brûlé la politesse, mais vous avez évoqué un très bon sujet. Il est important d'harmoniser au niveau européen vraiment la fiscalité, que ce soit les prélèvements directs ou indirects. Ensuite, les coûts de production. Dernièrement, on a beaucoup parlé des travailleurs détachés qui créent beaucoup de problèmes dans les entreprises du bâtiment. On revoit sans arrêt des problèmes sur les coûts de production dans l'agriculture. Donc tout ça ne peut pas inciter les entreprises à se battre à armes égales avec les collègues européens. Et donc agir là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ensuite, cette harmonisation européenne, elle doit s'imbriquer dans une concurrence mondiale qui est farouche et qui est sans pitié. Donc les entreprises se battent régulièrement. Et je sais qu'au niveau européen, c'est très très compliqué de porter la parole et de faire bouger tous les pays en même temps, mais il faut que ce soit vraiment un axe fort pour intégrer l'Europe dans la concurrence mondiale et donner aux entreprises françaises qui exportent vraiment des armes vraiment fortes. Au niveau mondial, je vais risquer de choquer quelques-uns, mais je vais vous parler des paradis fiscaux. Et on parle souvent des paradis fiscaux. Dans notre religion principale, qui dit paradis dit enfer.
si il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a vraiment un enfer fiscal. Vous l'avez souligné, la France, numéro 1 en Europe sur les prélèvements obligatoires, l'imposition sur les sociétés au niveau mondial tend à redescendre à 22-23%. On va arriver allègrement à 31% avec les derniers cadeaux du gouvernement. Donc là, c'est vraiment une priorité forte d'aligner la fiscalité française et européenne sur la concurrence internationale. Quel est le rôle du politique là-dedans? D'abord essayer alors c'est aussi un vœu pieux, d'essayer de sonner la fin des oppositions. Je m'explique. Vous parliez des petites entreprises et du CAC 40. On parle de plusieurs syndicats de salariés, de plusieurs syndicats patronaux, tout le temps en opposition. Les pays d'Europe du Nord ont des négociations fortes et un dialogue fort parce qu'il y a un syndicat de salariés fort, un syndicat patronal fort qui discute et qui trouve des solutions. Alors, une piste que j'essaie de vous livrer, c'est que arriver à rassembler et à fédérer vraiment les parties prenantes du dialogue social, c'est vraiment un objectif que vous, élus et politiques, devez avoir en vue. Et régulièrement, dans les projets de loi, on oppose toujours les entreprises du CAC 40, les TPE, PME. Alors, un petit chiffre, TPE, PME, c'est 48% du produit intérieur brut de la France. Donc, c'est très important. Mais d'un autre côté, les entreprises du CAC 40 exportent beaucoup et font entrer des devises. Donc, il faut arrêter d'opposer dans les politiques. Ouais, c'est pas l'un contre l'autre, voilà. Et l'un et l'autre. Et c'est important vraiment dans les futurs projets d'être vraiment complémentaires au niveau de ces deux axes. Un point très important, ça a été évoqué tout à l'heure, amener de la stabilité. Un chef d'entreprise, quand il crée son entreprise, il emprunte pour acheter des locaux, c'est sur 15 ans. Il va acheter du matériel, il va rembourser sur 7 ans. Si au bout de quelques années, c'est rentable et qu'il recueille les fruits de son investissement, il va donner du salaire, il va écouter son équipe, il va essayer de favoriser le dialogue social, mais ensuite il faut recontinuer à faire de la croissance et de la productivité. Donc la stabilité dans les projets de loi, c'est vraiment quelque chose de très très important, et éviter de rechanger sans arrêt les fiscalités et la contrainte qui pèsent sur les entreprises. Et plus largement, au niveau de vos actions, ce serait d'essayer, alors ça c'est très compliqué aussi, mais il faut essayer d'avoir de l'ambition, de rééquilibrer la valeur capitale et la valeur travail. Il y a 2 ans, ou l'an dernier, lors de des dernières élections, des précédentes élections présidentielles, François Hollande disait « La finance, c'est mon ennemi ». On n'a jamais vu déclencher la guerre. Pourtant, ce n'est pas un ennemi, la finance. Surtout que dans les années 80, c'est sous le 2e mandat de François Mitterrand que l'ultralibéralisme s'est répandu par Thatcher, par Reagan, et que les marchés financiers ont été libérés pour que les fonds de pension américains puissent intervenir sur les marchés financiers. Donc les problèmes de la finance internationale, ils viennent de là. Alors, on ne les réglera pas d'un coup de baguette magique, hein, mais redonner la main, par exemple, à de l'actionnariat familial, c'est une bonne piste, et redonner la main vraiment et orienter les banques dans ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire donner du prêt pour créer du dépôt et financer l'économie par ce biais-là. C'est le prêt qui crée le dépôt, mais c'est un axe fort pour vous et essayer d'aller dans ce sens. Alors, la responsabilité de l'entreprise là-dedans, c'est très simple. Aujourd'hui, les GAFA, les 4 grosses entreprises de l'Internet, génèrent des milliards et des milliards de bénéfices. Il y a quelques décennies, c'était les États, en gros, qui décidaient de l'avenir et de l'investissement. Le général de Gaulle avait décidé qu'on ferait un Concorde. On l'a fait, et ça a été un succès pas très commercial, mais on a prouvé notre savoir-faire technologique. On a décidé de faire des TGV. Aujourd'hui, ce sont les grosses entreprises et ce sont les entreprises qui vont décider de ce que sera la société de demain. Alors, on projette loin, mais aujourd'hui, on en est là. Notre président fraîchement nommé, Geoffroy Roux de Bézieux, est conscient de cette charge des entreprises et
est prêt à jouer pleinement notre rôle de responsabilité sociale et environnementale et de bien faire comprendre à tout le monde nous ne sommes pas simplement des chefs d'entreprise qui veulent de la rentabilité pour de la rentabilité, mais nous avons un rôle à jouer et nous serons prêts à le jouer et à accompagner donc, tous nos partenaires sociaux, parce que le MEDEF est très investi dans le dialogue social avec les partenaires, et dans le paritarisme, qui est mis à mal un peu ces jours-ci, mais il faut vraiment continuer à maintenir le paritarisme. C'est une condition sine qua non du dialogue social en France. Donc pour résumer, vous voyez, j'ai été bref, nous ne serons pas en retard à l'apéritif. Le rôle du politique dans les années à venir, c'est d'être plutôt dans l'incitatif, d'inciter les entreprises à rentrer dans ce cercle vertueux du dialogue social et de produire de la compétitivité, plutôt que d'être dans le répressif, ce que l'on fait depuis des années et des années. Merci de votre attention. Merci beaucoup. D'abord vous remercier et puis me dire que Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, fera une petite conclusion. Bien, alors effectivement c'est bientôt l'heure de l'apéro, donc je ne vais pas en rajouter énormément non plus, mais je veux d'abord vous remercier d'avoir accepté de participer à cet atelier qui est plus dégarni que le précédent. Il faut dire que l'attrait de la chaleur extérieure et aussi de l'apéro, et du fait que les militants ont envie de se retrouver. Mais d'abord saluer le fait qu'un certain nombre de nos élus sont présents ici parmi les parlementaires qui suivent ce genre de dossier. Mais je ne vous ai pas invité par hasard. Je parlais évidemment de ce que vous représentez comme centrale syndicale ou représentant d'employeurs. Moi, je crois que nous sommes victimes en réalité et que vous êtes victimes. L'organisation syndicale ou le dialogue social en France, nous sommes victimes de la politique. Mais pas de la politique d'aujourd'hui, de la politique du 19e siècle. La structuration syndicale en France, elle s'est faite avec un patronat qui refusait absolument toute évolution et qui trouvait un pouvoir politique qui était son relais, et une gauche française qui avait besoin de se construire et qui, pour se construire, s'est construite à travers le syndicalisme. Bon. Et on a encore, et je ne dis pas que vous représentez ça, sinon vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas venu, et d'ailleurs on ne vous aurait pas invité. Et on a encore, malheureusement, dans l'organisation, entre guillemets, même le caractère un peu imaginé par les Français du rapport social entre employeurs et salariés, quelque chose qui est complètement daté, dépassé, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des syndicats qui exagèrent et des patrons qui exagèrent. Ça veut dire simplement que dans l'ensemble, ce n'est pas comme ça, ni que les choses se passent, ni qu'elles se doivent passer. Mais on souffre surtout, en plus, de deux choses. La première chose, c'est d'un manque de vision. C'est ce que vous évoquez quand vous dites qu'il faut qu'on redéfinisse la place des partenaires sociaux. Et je pense que là, pour le compte, les politiques sont 100% responsables de ça. Je vais vous prendre un exemple. Vous disiez, après la guerre, on a montré l'assurance chômage, etc. Je pense, on ne sera pas forcément d'accord, mais je pense par exemple que les partenaires sociaux n'ont rien à voir avec la caisse d'allocation familiale. Que c'est une politique d'État, et on vient de le voir quand Hollande a décidé que définitivement, il supprimait, entre guillemets, les allocations familiales à tout un tas de gens. C'est une décision purement politique, on ne vous a pas demandé votre avis, alors pourquoi vous gérez ça? Non mais disons les choses clairement. Et à l'inverse, et vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, quelque chose de très important. Quand on vous confie vraiment les clés, vous savez faire. Et tout le monde a oublié cet épisode extravagant de la présidence Hollande, où on dit, vous allez prolonger, entre guillemets, vous allez garantir l'allongement des durées de cotisation. On n'a pas su le faire sur l'assurance retraite, mais vous l'avez fait sur Agir Carco. Vous avez su trouver un accord quand l'État n'était pas là. Et donc, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a besoin en réalité de savoir ce sur quoi on vous donne les clés, mais on vous les donne vraiment, et on ne garantit plus les caisses, vous vous débrouillez. Mais là où c'est nous qui garantissons, où l'État, pardon, garantit les caisses, à ce moment-là, vous pouvez être consulté. Mais il faut arrêter de faire semblant que vous le dirigiez, parce qu'en réalité, vous ne le dirigez pas. Grosso modo,
S'il y a des bonnes nouvelles, l'État veut se les accaparer. S'il y en a des mauvaises, il essaye de vous les refiler. Voilà. Donc on a une absence de vision de ce que doit être votre rôle dans la société française. Mais, pardon, si cette salle est un peu trop clairsemée à mon goût, et je remercie toutes celles et tous ceux qui sont restés, il y a une autre raison. Et c'est celle-là qui m'a incité à vous faire venir. C'est que parmi les premières que nous faisions dans cette université d'été, vous disiez que vous avez passé beaucoup de temps au Sénat, à l'Assemblée nationale, depuis que vous êtes élu, sans doute. Mais à l'UDI, on passe beaucoup trop peu de temps à discuter avec les relations syndicales. Et même vous discutez avec les représentants politiques, les parlementaires, lorsqu'il s'agit de projets de loi qui sont en cours. Or, si on acte le fait que vous avez un rôle et qu'on doit définir ce rôle, c'est le reste du temps que nous devons discuter. Et, pardon, chers collègues élus, qui faites ça dans vos territoires, qui discutez avec eux, notre mouvement politique, notre famille politique, l'UDI, ne le fait pas. Et ça depuis des décennies. Il y a, dans notre famille politique, il n'y avait, jusqu'au printemps dernier, aucun interlocuteur des différents syndicats que vous représentez, des sujets que vous représentez. Je n'ai pas été invité à l'université du MEDEF et je vous rassure, je ne m'en offusque pas. Nous n'avons jamais, j'avais rencontré une fois, j'avais fait la démarche de rencontrer le prédécesseur de M. Roux de Bézieux, mais nous n'avons pas fait ce travail, nous, formation politique. Et on a besoin de vous, donc moi c'est un appel que je vous lance publiquement, confidentiellement, ce n'est pas la presse que je vise, mais que vous retourniez en direction de vos centrales en disant on a besoin de vous. Un, pour qu'on se voit plus régulièrement, et y compris, peut-être collectivement, et ce n'est pas la peine de faire de la pub autour de ça, pour réfléchir. Parce que nous ne pouvons pas réfléchir la transformation politique, économique, sociale de notre pays si vous n'êtes pas là. Si, on peut le faire, mais on se fait plaisir. En réalité, on est à côté de la plaque. Et toutes les alternances ont montré qu'on était, nous, comme les autres, et les autres plus que nous, puisqu'on n'a jamais eu le manche, à côté de la plaque. Deuxième chose, sujet par sujet, nous avons, alors là pour le compte, soit comme par des secrétaires nationaux, soit par des parlementaires qui suivent des dossiers, au long terme, au long cours. Certains parlementaires suivent ces dossiers depuis 10 ans, 20 ans, ne vous ont pas forcément parlé. On a besoin de vos interlocuteurs dans vos organisations représentatives pour qu'ils se connaissent et qu'on ne sera pas forcément d'accord. Le sujet n'est pas là. Au moins qu'on sache. Il y a des gens raisonnables et il y a des gens déraisonnables. Les gens déraisonnables, je n'ai pas trop envie qu'on perde de temps avec eux, mais dans les gens raisonnables, et sur ce plateau, il en est, évidemment, faisons-le. Et je le dis d'autant plus que je pense que le choix qu'a fait le MEDEF de son dirigeant est aussi une opportunité que M. Macron ferait bien de saisir, et je ne suis pas sûr qu'il soit en train de le faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on accepte qu'il y a une transformation, et finalement, je termine sur le sujet, vraiment je vous invite à ça, il y a, et je souhaite qu'on se voit ultérieurement à Paris, pour que nous voyions les interlocuteurs et qu'ils prennent l'habitude, si même c'est possible, que les responsables locaux de l'UDI prennent l'habitude de rencontrer ces partenaires sociaux pour savoir ce qui se passe sur leur territoire, parce qu'il y a les grands débats qu'on est en train d'évoquer, mais ce qui se passe sur leur territoire, ce en quoi ils pourraient être utiles. Parce que nous, on a parfois quelques défauts, mais on a aussi quelques qualités, en tout cas la qualité d'être présent dans l'ensemble des territoires ou presque, et d'avoir des gens qui sont des responsables locaux et des pragmatiques. Vous n'allez pas beaucoup trouver de fanfarons ou d'idéologues à l'UDI. Parfois pas assez, mais il se trouve que, par contre, ils sont capables de comprendre ça, et on a besoin aussi qu'eux s'imprègnent. Moi, je veux un changement de culture de l'UDI dans cette capacité de discuter avec l'ensemble des gens qui font la vie sociale et économique de notre pays. Nous ne le faisons pas assez. On est très impliqués dans les territoires. Il y a beaucoup de monde quand il y a l'archer. Il y a moins de monde là. Ce n'est pas totalement un hasard. C'est parce que là, subitement, on n'a pas intégré cette culture-là. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'en réalité, évidemment, la plupart travaillent, sont dans les entreprises. On a beaucoup de culture mutualiste très poussée et pas du tout celle-là. Donc je vous fais cet appel. Et pour conclure, l'analyse que je fais de la société française en ce moment, enfin depuis quelques années, c'est 3 manques essentiels. Le premier, c'est d'avoir abandonné l'idée de faire de l'Europe un levier pour se protéger du reste du monde. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, la mondialisation aurait dû nous pousser à dire, voilà, on a un bouclier. Mais comme je disais tout à l'heure, les Britanniques, je vous le redirai demain matin, donc je vais faire court, mais les Britanniques, ils sont à poil parce qu'ils sont seuls. Donc l'Europe, c'est pas
un transfert, c'est pas un danger, c'est un levier nécessaire, indispensable. Sinon, on sera seul et on sera à poil. La deuxième manque, il y a des manifestations dans le monde entier aujourd'hui, c'est que, et la démission de Nicolas Hulot, c'est que la transformation de notre modèle économique, de notre modèle d'habitat, de notre modèle de transport, qui est indispensable, parce qu'on voit bien que ça ne durera pas, ça durera pour notre génération et les autres crèveux, enfin, on les laissera tomber, elle ne peut pas se faire si elle n'est pas totalement intégrée dans le modèle économique. En clair, quand on va commencer à débattre de la loi Pacte, si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, je rajouterais le volet économique, le volet écologique qui manque là-dedans. Ce n'est pas des obligations, c'est le moyen de gagner de l'argent. Mais ça veut dire qu'il faut se mettre dans le moyen de gagner de l'argent, parce qu'à ce moment-là, vous avez un des multiplicateurs. Les Américains, ils ont des défauts et aussi des qualités. Je ne parle pas de leur président, qui, à mon avis, a essentiellement des défauts. Ils ont aussi des qualités. Quand le truc rentre dans un modèle business, c'est un accélérateur extraordinaire de transformation, en bien comme en mal. Mais je trouve que sur ce sujet-là, on a besoin de coller. On a raté le coche avec la loi Egalim, qui est un renoncement du gouvernement à rendre compatible la richesse agricole, la production et l'enrichissement du pays avec quelque chose de durable et de respectueux de l'emploi. Et quand vous dites on est prêt à participer, pourquoi Macron ne se saisirait-il pas de cela? Et la troisième chose, c'est définir votre rôle. Et parce que, comme le disait tout à l'heure Béatrice de Lavalette, un dialogue social intelligent, efficace, comme savent le faire les pays du Nord, et pas que parce qu'il y a un seul syndicat, etc., mais parce que la culture, l'histoire de la construction syndicale et du mouvement patronal n'est pas la même, est très performant, c'est un gain économique. C'est un gain économique et politique énorme. Vous avez eu tous raison là-dessus. Sauf que ça, on ne le fait pas ensemble. Je ne dis pas qu'on va le faire ensemble. On mènera peut-être des combats ensemble, et puis parfois des combats séparés, mais ce que je veux vous dire enfin, vraiment en conclusion, c'est que face au pouvoir actuel, dont l'échec, de mon point de vue, serait un drame absolu, parce qu'on se retrouverait bientôt italien, comme disait, je crois, Maluret hier soir, ou hongrois, ou non, c'est peut-être Larcher qui a dit ça. Oui, mais il a raison. C'est la dernière porte avant l'abîme, quand même. Et l'abîme, il est pour tout le monde. Il est pour les politiques, il est pour tous ceux qui sont autour de cette table. Je pense que un pouvoir qui arrive dans des conditions un peu surprenantes n'a pas acquis la culture de la capacité à écouter ce que vous pouvez représenter. Parfois, il faudra qu'il passe outre, mais partir du principe qu'on passe outre a priori, c'est quasiment la garantie de se planter. Et que finalement, le fait que vous ayez plus de contacts avec des formations politiques comme la nôtre qui ne sont pas des illusionnistes ou des lingots du cerveau, ça peut faire réfléchir quelqu'un à l'Élysée qui se dit, si eux parlent, c'est dangereux pour moi, donc ça serait peut-être pas plus mal que je commence à les écouter. À ce moment-là, ça serait bon pour le pays. Voilà l'invitation que je voulais vous lancer. C'était pas que pour aujourd'hui, c'est dans tous nos territoires et c'est pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup.